Bonjour et bienvenue sur DataGen, le podcast qui permet de comprendre les stratégies data des plus belles startups en France. Je suis Robin Conquier et dans chaque épisode, j'invite un spécialiste de la data pour décortiquer les problématiques de sa boîte. Quand on est en hypercroissance, il y a beaucoup de features qui sont lancées. Donc en fait, j'ai pas un exemple de feature, j'en ai plusieurs et j'en ai beaucoup qui ont été lancés en même temps sans forcément faire une analyse sur le long terme parce que c'était la stratégie de l'époque. Et si on revoyait en fait, step by step, dans quelles étapes du cycle de vie d'un produit la data peut intervenir et pourquoi. Comment on collabore avec les PM mais aussi les développeurs pour s'assurer et pour valider le modèle de données. Un point très important. Avant de débuter, j'ai un petit service à vous demander. Pour celles et ceux qui ne l'ont pas encore fait, ce serait génial si vous pouviez mettre 5 étoiles et un petit commentaire sur Apple Podcast. Il vous faut juste un Mac ou un iPhone. C'est ce qui m'aide le plus à faire connaître DataGen et donc à attirer des invités exceptionnels. Fin de la parenthèse, je vous souhaite un bon épisode. Aujourd'hui, je reçois Fatimata, qui est Head of Data chez IBAN First, une fintech belge. On va parler de plein de choses, et notamment de son plus gros challenge de ces dernières années, à savoir mettre en place une bonne collaboration avec le produit. Hello Fatimata, ça va ? Ça va et toi ? Super, je suis ravi de te recevoir sur le podcast. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur IBAN First et sur son équipe et sa stack data ? Bien sûr. Alors, chez IBAN First, on aide les entreprises et c'est principalement des CEO et des CFO de petites et moyennes entreprises qui font du business et donc du paiement à l'international. Et concrètement, c'est une solution, une interface qui va leur permettre de faire des paiements facilement avec des coûts plus transparents et donc moins chers avec le support d'experts du FX. Aujourd'hui, on a des clients partout dans le monde, mais on a une présence commerciale et donc des bureaux dans 10 pays en Europe. Aujourd'hui, IBAN First, c'est environ 300 personnes. Il me semble qu'on a passé le cap des 300 personnes cette année. Et à horizon d'un an, on estime être à un peu plus de 400. Et d'ailleurs, on recrute dans beaucoup de départements, dont la data. Et donc, justement, pour vous parler de l'équipe data, aujourd'hui, c'est plus d'une dizaine de personnes. Et on a deux profils, principalement des analystes et des ingénieurs. Et pour présenter, on va dire, assez vite la stack, je pense qu'aujourd'hui, elle est assez legacy. À savoir, on a des bases de prod en MySQL. On fait des transformations soit en Python, soit en Talend. Et tout ce qui est reporting se fait dans Tableau, Metabase. Mais, et justement, c'est pas mal de sujets qu'on a en ce moment, c'est qu'on a beaucoup de projets de transformation avec l'introduction de technologies cloud et aussi de DBT. Excellent. Le décor est planté. Comment tu t'es retrouvé Head of Data chez IBAN First ? J'ai eu un parcours peut-être assez classique en début de carrière. J'ai débuté dans le consulting data. J'ai fait un peu moins de 3 ans chez Deloitte. Ensuite, je suis passée data analyst chez Captain. J'ai fait un peu moins de 3 ans et j'ai fini chez Captain en tant que lead data analyst. Et je suis arrivée chez IBAN First, du coup, il y a à peu près 2 ans. Ouais, il y a un peu plus de 2 ans maintenant. Et mon objectif, c'était de faire grandir la fonction data au sein d'IBAN First. Et donc, je suis arrivée chez IBAN First il y a à peu près 2 ans, donc un peu plus de 2 ans maintenant, pour faire grandir la fonction data au sein d'IBAN First. Et au début, c'était une toute petite équipe data, avec des projets principalement dédiés à une équipe qui était l'équipe des sales. Mais via cette arrivée, en fait, on a restructuré l'équipe, on a remis en place des process et des canaux de communication, mais surtout, on a fait connaître l'équipe au sein des autres équipes métiers. Ce sont des choses assez simples, par exemple, c'est on s'assure dans le parcours de l'onboarding des nouveaux arrivants qu'on présente au moins une personne de l'équipe data et de façon générale l'organisation de l'équipe. Oui, pour qu'au moins n'importe qui dans l'organisation soit au courant que l'équipe data existe et comprenne aussi comment elle peut interagir avec elle, comment cette équipe peut lui apporter de la valeur, etc. Exactement. Et maintenant, effectivement, les équipes savent qu'elles peuvent faire à nous et du coup, on a des besoins qui évoluent et qui grandissent beaucoup. Et une chose qui est assez caractéristique d'IBAN First, c'est que les choses bougent très vite. Et avec des réorganisations, je me suis retrouvée Head of Data depuis février 2022. Et peut-être juste pour revenir sur IBAN First, pour qu'on visualise, est-ce que tu peux nous partager peut-être quelques chiffres qui nous permettent de nous rendre compte de l'échelle, que ce soit en nombre de clients, tu nous as dit effectivement 300 collaborateurs. Ouais. Et peut-être, effectivement, en nombre de clients ou en croissance, je sais pas si c'est des chiffres que vous partagez. Et je te disais, aujourd'hui, on est un peu plus de 300 personnes, mais par exemple, moi, quand je suis arrivée il y a un peu plus de 2 ans, on était autour des 150, 160, je pense. Et de façon générale, en fait, la croissance, depuis plusieurs années, elle est de plus de 100% chaque année. Alors aujourd'hui, on va parler du plus gros challenge que tu as rencontré sur ces dernières années, dont j'ai parlé en introduction. Comment mieux collaborer entre la data et le produit. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur le contexte autour de ce challenge ? Voilà, comment ça se passait avant, peut-être quels étaient les points de douleur, justement, comme on les appelle souvent en produit.
Ouais, bien sûr. En fait, je pense que comme beaucoup d'entreprises, à ses débuts, chez Even First, la connaissance, elle était centralisée autour de très peu de personnes qui souvent avaient beaucoup de casquettes en même temps. On n'avait pas une structuration, product, market, data et cetera parce que justement, il y avait peu d'effectifs et ce sont ces mêmes personnes qui pouvaient décider au final de beaucoup de choses, de fonctions différentes. Et en fait, avec la forte croissance et aussi la scalabilité de l'entreprise, en fait, on s'est rendu compte assez vite que ce mode de fonctionnement ne pouvait plus fonctionner chez nous et donc connaissait ses limites. Surtout que ce qui arrive très souvent dans certaines startups, c'est que des anciens, donc qui avaient ces connaissances, sont aussi partis. Et en fait, on s'est vite dit avec l'équipe produit qu'il fallait qu'on revoie clairement notre mode de fonctionnement pour qu'on puisse faire cohabiter deux équipes qui sont assez centrales. Et en termes d'exemples, moi, ce que je voyais assez concrètement quand je suis arrivée, c'est que quand on est en hypercroissance, il y a beaucoup de features qui sont lancées. Donc, en fait, j'ai pas un exemple de feature, j'en ai plusieurs et j'en ai beaucoup qui ont été lancés en même temps sans forcément faire une analyse sur le long terme parce que c'était la stratégie de l'époque. Alors qu'une fois qu'on gagne en maturité, et c'est normal, en fait, on va se poser beaucoup plus de questions et on va se dire, est-ce qu'on va dans la bonne direction? Est-ce qu'on est en accord avec la stratégie de l'entreprise, etc. Et du coup, nous, notre objectif, il était assez clair et il l'est toujours, c'est le même, c'est d'avoir vraiment plus de visibilité sur le performance des différentes features qu'on va lancer et de façon générale, en fait, simplifier notre produit en comprenant mieux l'utilisation de nos clients de notre plateforme. Et comment vous y êtes pris justement pour améliorer cette collaboration? Et au final, je pense qu'on n'a pas révolutionné les choses, on s'est juste posé et quand je dis «on», c'est, via des workshops avec notre CPO et aussi les lead PM, où on s'est dit: «Et si on revoyait en fait, step by step, dans quelles étapes du cycle de vie d'un produit la data peut intervenir et pourquoi?» Et donc, on a identifié les différentes étapes de cycle de vie d'un produit en se demandant vraiment comment on peut utiliser la data. Ça commence avec la discovery, vraiment quand on essaye de faire des calculs de ROI, d'identification de nouveaux clients, vraiment dans cette phase de découverte. Et aussi, une fois que l'on sait sur quel projet on veut se lancer, quelles seront les métriques qui vont définir le succès de cette feature. Peut-être juste avant que tu passes à la suite, la discovery, effectivement, c'est un terme qui est très utilisé en produit. C'est un peu la phase, en fait, qui arrive avant le lancement d'une fonctionnalité où on va justement l'étudier, faire un peu un business case, comme tu dis, enfin, définir quel ROI on va estimer, comment on va mesurer le succès, etc. Exactement. Et ça, c'est la première étape, mais déjà, rien que de mettre des mots dessus, finalement, on s'est rendu compte que oui, la data pouvait intervenir à cette étape-là. Ensuite, la deuxième phase, c'est la phase de développement. Et là, c'est très important. C'est comment on collabore avec et les PM, mais aussi les développeurs pour s'assurer et pour valider le modèle de données. Un point très important. Et ensuite, dans la phase, une fois que le produit, il est lancé, c'est tout simplement se mettre à construire des reportings, pouvoir analyser la performance avec des intervalles de temps définis. On se dit ce qu'on veut se donner un horizon 3 mois, 6 mois, 1 an et comment on regarde entre deux. Et du coup, il y a une très forte collaboration également avec le Product Marketing Manager. Et encore une fois, moi, j'ai pas l'impression qu'on a réinventé la roue. C'est juste des workshops avec le CPO, avec les lead PM, où on se met tous d'accord. Et là, on arrive donc, une fois qu'on a bien clarifié notre process, on arrive à la phase où il faut le communiquer aux deux équipes, donc aux équipes et data et produits, pour que ce process soit adopté et l'appliquer sur les projets qui sont faits dans la foulée. L'idée, c'est pas d'attendre 6 mois une fois qu'on a défini ce process, c'est vraiment de l'appliquer dans les futurs projets une fois qu'ils arrivent après la définition. Et au final, après toutes ces discussions qu'on a eues sur cette collaboration product / produit, on s'est rendu compte que c'était vraiment l'occasion et le moment pour nous d'ouvrir un poste de product data analyst pour justement renforcer cette stratégie data au sein du produit. Et surtout, à terme, c'est vraiment pousser jusqu'au niveau du COMEX des sujets directement data dans notre produit et insuffler cette culture data. Et dernièrement, on a un CPO qui est arrivé et qui, pour le coup, est un bon allié pour moi, car clairement, lui, son objectif, c'est aussi d'insuffler une culture data au sein de chacune de ses squads et notamment avec des définitions de KPI précises de succès par squad. Excellent. Écoute, c'est hyper intéressant comme process. Comme tu le dis, effectivement, dans les faits, ça peut paraître simple parce que c'est des workshops, c'est aligner des équipes sur des nouveaux process. Mais dans la pratique, quand on s'est confronté à ce type de challenge, on sait que c'est pas du tout facile de mettre en place des nouveaux process et de générer de l'adoption auprès de ces équipes. Est-ce que peut-être tu peux nous parler d'un exemple concret, je sais pas, sur une fonctionnalité produit par exemple, sur laquelle justement vous avez éprouver ce process et comme ça on pourra rentrer un peu plus dans le détail de comment ça se passe. Ouais, bien sûr, on peut vous parler d'un projet qu'on a lancé cet été qui s'appelle le Multi-FX. Et donc, pour résumer le Multi-FX, nous, on a des fournisseurs de liquidités pour permettre à nos clients de faire du change de devise. Donc, un des produits de notre plateforme, c'est permettre à nos clients, PME principalement, de faire paiement en devise à l'international. Et donc, en fait, on a développé un nouveau système qui va
en tout cas, on pense nous permettre d'arbitrer beaucoup plus vite entre ces fournisseurs de liquidités parce qu'on en a plusieurs et donc à terme avoir un accès à plus de produits FX et aussi à des meilleurs prix. Donc on s'est posé avec le produit dès la phase de notamment de développement. Je pense que le discovery il avait été fait à l'époque avant la définition du process, mais donc on s'est posé assez rapidement avec le produit pour se dire OK, quelles sont les métriques qu'on va vouloir suivre, à quelle fréquence, sous quel format, qui seront les destinataires, etc., etc. Donc ce report a pu être fait et ça va nous permettre en fait de suivre cette migration parce que ça reste une migration d'un ancien mode de fonctionnement à un nouveau. Et donc à terme, ce que l'on veut voir via ces reports et via ce travail, c'est de se dire est-ce qu'on peut définir une stratégie ou une optimisation de nos flux de change de devise pour nos clients. Quelles sont les plus grosses difficultés que vous avez rencontrées sur ce projet dont tu viens de parler ou plus généralement sur l'implémentation de ce nouveau process? Bah, je dirais, vu qu'on vient de lancer ce procès, je pense c'est de le faire rentrer dans le quotidien des 2 équipes. Vraiment, se dire: «Bah, il faut que ce soit systématique» et je pense qu'on apprend aussi en fait en avançant et si je reprends, l'exemple du multi-FX, je pense qu'aujourd'hui, on s'est retrouvé confronté à une difficulté qui est assez classique, mais c'est l'anticipation des bonnes pratiques data dès la source et donc dès la phase de développement. Donc on pensait en tout cas l'avoir fait et on s'est rendu compte a posteriori qu'on a loupé un petit flag qui n'aurait pas été très difficile à ajouter, à la phase de développement, mais qui nous a par contre bien manqué, à la phase de construction du report. Mais voilà, encore une fois, je pense que c'est un process qui est très itératif et on apprend en avançant. Donc là, on sait qu'on l'a fait pour ce projet-là et que du coup, on anticipera peut-être plus, pour les prochains. De toute façon, moi, je pense que c'est un process qui n'est pas figé dans le temps et c'est quelque chose qu'on revoit au fur et à mesure pour l'ajuster et pour s'assurer qu'au final, il convient bien à nos problématiques. Juste pour expliquer un petit peu ce problème dont tu viens de parler, donc ça fait référence à la deuxième étape du process qui est de se poser avec les développeurs et l'équipe produit pour lister exactement ce qu'on doit traquer sur la nouvelle fonctionnalité en prévision de comment on va analyser si elle fonctionne bien ou pas, ou est-ce que l'usage ressemble à ce qu'on avait imaginé, mais ça va se passer potentiellement plusieurs mois plus tard. Donc c'est vrai Exactement. qu'il y a toujours ce challenge qui revient souvent au moment où une fonctionnalité est encore un peu à l'état d'idée. Bon, peut-être qu'il y a déjà les maquettes, peut-être même qu'elle est déjà développée, mais en fait, comme elle est pas encore dans les mains des utilisateurs, c'est pas toujours évident de savoir exactement les KPI qu'il va falloir traquer, et cetera. Et le problème, c'est que c'est pas forcément rétroactif, donc parfois on se retrouve 2 mois après à se dire: «Tiens, ça aurait été intéressant de traquer ça». OK. Exactement et encore une fois, hein, moi je pense qu'on apprend en avançant et c'est comme ça que je pense que nos projets seront de mieux en mieux. Mais je ne doute pas que même après quelques années, de process, identiques, on aura toujours, une métrique auquel on n'aura pas pensé. Je pense que c'est assez classique dans la data. Et dans ce cas-là, ce qui se passe, c'est tout simple, mais le moment où vous vous rendez compte: «Tiens, il nous manque quelques éléments, ce serait hyper pertinent d'avoir ça» et ça c'est quelque chose que vous vous dites, par exemple, avec, l'équipe, produit, lorsque vous faites une analyse et ben là, vous refaites un petit workshop avec, l'équipe dev, l'équipe produit et avec, pour objectif de faire évoluer un petit peu les éléments qui sont traqués sur la fonctionnalité, quoi. Exactement. Et donc en fait, je pense que ce qui est important dans ta recommandation là, c'est de pas voir ça comme, quelque chose de figé où on a posé: «Tiens, on va traquer tels éléments», on a sorti la fonctionnalité et puis on n'y revient jamais. Et ce qui paraît évident comme ça, mais enfin ça c'est je crois que c'est assez fréquent parce qu'on a un peu la flemme de retourner mettre le nez dedans, on a envie de passer à autre chose, on est sur d'autres fonctionnalités et en fait, il faut vraiment continuer à faire évoluer ce qu'on a fait sur des fonctionnalités passées en termes de data. Oui et d'ailleurs, là, on parle beaucoup de nouvelles fonctionnalités, mais justement, à la suite de la définition de ce process-là, donc data et produit, on est très souvent revenu sur des, features qui avaient déjà été lancées dans le passé. Justement, de se dire: «Bon, bah, c'est pas parce qu'elles ont été lancées il y a longtemps qu'on ne veut pas regarder comment elles fonctionnent, qu'on ne veut pas voir, comment ça se traduit pour nos clients et s'il y a pas des décisions qu'on peut prendre». Bien au contraire. Pour revenir, 2 secondes, tu en as pas mal parlé, mais sur l'importance de la communication dans, l'adoption de ce process par, les équipes data et les équipes produits. Donc tu as dit effectivement qu'il y avait, bien sûr, déjà le CPO qui était, un allié. Donc ça, je pense, c'est très important d'avoir du sponsorship comme on dit et surtout du sponsorship, dans les différentes équipes qui vont être concernées. Et dans la pratique, comment, ça se passe en fait? Ça ressemble presque à de la formation. Je veux dire, une fois que vous aviez une présentation qui expliquait le process ou peu importe que ce soit une page sur Notion, mais une documentation, vous avez fait l'effort de dire: «Tiens, il va y avoir un meeting où, tout le monde doit être là et où on va présenter ce process, on va prendre des questions» et jusqu'à ce qu'entre guillemets, on ait un petit peu validé, bon maintenant c'est la manière de travailler ou comment ça se passe? Est-ce que c'est plutôt,
au compte-gouttes les différents leads des équipes qui font redescendre le knowledge sur les équipes. Enfin, Ce qu'on a fait, nous, quand on a déployé ce process, donc c'est qu'on a fait une communication générale à l'équipe produit et à l'équipe data. Et en fait, comme je te disais tout à l'heure, ce qu'on avait fait, c'est qu'on a essayé de le déployer dans la foulée. Et en fait, c'est via les projets qui ont été déployés dans la foulée qu'on a essayé de réajuster et de voir plus en détail avec les équipes et qui a fait qu'on a adapté, hein. Donc, je pense que là, on l'a présenté tel qu'il est aujourd'hui, mais je pense que la version qu'on avait au tout début n'était pas tout à fait identique à celle-ci parce que justement, via les nouveaux projets, que ce soit côté data ou produit, on s'est rendu compte qu'il fallait ajuster quelques points. ça, c'est super intéressant. Donc en fait, finalement, faut pas non plus passer trop de temps au début à surcommuniquer sur un process qui n'a pas encore été éprouvé. En fait, faut faire une V1, faire une com globale, mais assez rapidement commencer à l'implémenter sur des projets concrets. Et là, ça passe par toi, finalement, dans tes one-one avec les analyses, de dire attends, non, réfère-toi au process, essaye quand même de faire les choses telles qu'on les a posées sur la V1. Mais comme ça, au moins, tu l'éprouves le plus vite possible sur le terrain. Et puis en plus, c'est une manière aussi d'embarquer les équipes dans l'adoption du process. Et éventuellement, à l'issue de 1, 2, 3 projets, tac, tu fais une V2 et puis tu avances en itération comme ça. Exactement. Quels sont les projets pour la suite de l'équipe data chez IBAN First? Après discussion avec le CPO, donc on va partir sur l'ouverture d'un poste d'un PM data pour justement essayer de pousser des fonctionnalités sur la plateforme qui sont liées à la data de nos utilisateurs. Donc après le poste de senior product analyst, et en fait à terme, ce que nous on envisage, c'est vraiment avoir un pôle dédié product data. Écoute, Fatimata, on arrive sur les dernières questions. Donc, je me répète, je dis dans chaque épisode, mais pour finir sur une touche un peu plus personnelle et légère, c'est toujours la même expression. Est-ce que tu as une recommandation de contenu à partager à nos auditeurs? Yes, moi je suis une grande fan, j'espère comme beaucoup de personnes, de la newsletter de Blef, donc de Christophe Blefary. Et j'ai découvert une page sur LinkedIn qui s'appelle Modern Data Stack et j'aime beaucoup la consulter parce que je trouve que les articles, ils sont assez parlants, notamment quand on est des managers au sein d'équipes data. Donc ce sont les deux contenus que j'aime bien regarder Ok. autour de la data. Blef de Christophe Blefary, je peux plus compter le nombre de fois où il a été cité sur le podcast, mais il le mérite et je le salue s'il nous écoute. Je sais pas s'il écoute encore le podcast. J'espère. Modern Data Stack, effectivement, ça fait un moment aussi que je vois passer sur LinkedIn des événements, voilà, pas mal d'activités. J'ai effectivement pas encore beaucoup regardé les articles qu'il postait, donc j'ai regardé. Et bien sûr, je mettrai les liens en description. Qu'est-ce que tu aimes dans la data? Alors ce que j'aime le plus, c'est que je trouve que c'est une équipe qui est tellement centrale au sein des entreprises, donc aussi chez IBAN First, mais dans beaucoup d'entreprises aussi, j'imagine. Et en fait, on est hyper transverse et j'ai l'impression qu'on peut du coup travailler avec toutes les équipes. Et du coup, on a une vision beaucoup plus claire de la stratégie de la boîte et de l'entreprise de façon générale. Et du coup, j'ai l'impression qu'on peut connaître tout le monde. Donc, j'adore. Qu'est-ce qui t'a le plus fait progresser? Je pense que finalement, c'est un peu mon arrivée ici parce que j'ai dû construire finalement une équipe data, je vais pas dire from scratch parce qu'il y en avait quand même une qui existait, mais surtout dans une entreprise qui est encore une fois en hyper croissance, donc ça bouge beaucoup. Et du coup, je me suis retrouvée à me dire quelle est la stratégie de l'équipe, comment je recrute des bons profils, comment je m'assure de la montée en compétence de ces profils, de leur suivi, quel process il faut définir, par exemple process data produit, mais pas que. Et au final, je pense que c'est assez complet et c'est assez challengeant et au final, du coup, je pense que j'apprends beaucoup. Et enfin, quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné? Alors, je dirais que la base de la base, c'est pas de mise en prod un vendredi après-midi, mais ça marche pour pas que pour la data. Mais non, blague à part, je pense que je dirais un conseil qui était assez simple, mais finalement assez efficace et qui marche aussi bien sur le pro que le perso d'ailleurs. Et je pense j'ai un peu tendance à l'oublier parfois, c'est toujours de prendre les choses avec du recul. Pas de réaction, pas de décision hâtive, pas de décision précipitée. Et quand ça m'arrive, parce que des fois ça m'arrive d'être un peu submergée par mes craintes qui sont plus ou moins justifiées, j'essaye toujours de revenir un petit peu à la réalité, essayer de qualifier le sujet que j'essaye de traiter de façon plus objective. Ouais, je m'identifie beaucoup à ce que tu viens de dire. Moi, j'ai vraiment ce côté aussi où parfois il peut y avoir un jour où je me réveille et tu sais, t'as l'impression que le monde est en train de s'écrouler. Tu sais, c'était en retard sur des trucs. Genre, je suis à la bourse en plus, moi, tu vois, je suis très loin de sauver des vies, sur un podcast ou sur je sais plus trop où je vais, etc. Et puis le lendemain, je me réveille et puis là, les oiseaux chantent, tout va bien. Je suis exactement dans la même situation, mais en fait, tu vois, faut juste essayer de prendre du plaisir et de pas oublier qu'on est quand même là pour s'amuser, quoi. Exactement, exactement. Voilà, on va finir là-dessus. Écoute, merci beaucoup Fatimata pour ton partage sur le podcast. Merci à toi. J'ai passé un très bon moment et je te dis à bientôt. À bientôt.
Merci d'avoir écouté cet épisode. Avant de conclure, j'ai un petit service à vous demander. Si ce n'est pas déjà fait, est-ce que vous pourriez mettre 5 étoiles et un petit commentaire sur Apple Podcast ? C'est ce qui m'aide le plus à faire connaître DataGen et donc à attirer des invités exceptionnels. Merci et à bientôt.